Bonjour. Donc on va parler un peu donc, du futur, de l'alimentation, de l'agriculture et plus précisément donc de l'agriculture, cellulaire. Donc Tristan et moi, on fait partie, de l'association Agriculture Cellulaire France, donc une association, assez, récente, dont le but est d'informer et d'alimenter la réflexion autour, de ce thème donc, de l'agriculture cellulaire. Donc on va voir, ensemble du coup, de quoi il s'agit. Alors on peut passer, slide d'après. Alors pour un petit historique, en ce qui concerne donc, la viande, parce que quand on parle d'agriculture cellulaire, on parle notamment de viande cultivée à partir de cellules, viande, in vitro. Alors en fait, enfin voilà, on peut dire que, il y a des scientifiques, qui ont essayé depuis maintenant, pas mal de temps, heu, de recréer du muscle in vitro, donc à l'extérieur, d'un animal. Donc il y a des recherches qui ont été faites, par exemple, en 1912 avec, Alexis, Carrel. Mais à ce moment-là, c'était, je pense plus une performance, scientifique, le but n'était pas vraiment, de nourrir, l'humain. En tout cas pas comme, aujourd'hui. Mais on peut voir qu'en 1931, il y a déjà à cette époque, Winston Churchill qui avait émis l'idée, de pouvoir faire, en fait, uniquement les bouts de viande, qui nous intéressent, sans, élever un animal, en entier. Et dans les années 50, là donc aux Pays-Bas, il y a une personne donc, Willem van Mielen, qui, après avoir été, prisonnier, pendant la guerre et après avoir, souffert de la faim et avoir vu, des animaux, détenus dans des, conditions, pas, terribles, a voulu trouver un moyen de pouvoir faire de la viande, d'une façon, plus, voilà, plus, harmonieuse, voilà, sans avec moins de souffrance. Et donc, il a essayé de trouver des chercheurs, pour, arriver à faire cette viande, à partir de cellules et donc, sans tuer, les animaux. Donc, on c'est vraiment, voilà, aux Pays-Bas que ça a commencé dans les années 50 à pousser dans cette direction. On peut noter qu'en 2001, la NASA avait, réalisé, par exemple, un filet de poisson rouge, mais à l'époque, là, c'était, ils ont fait ça, en fait, pour nourrir les astronautes dans l'espace, pour trouver un moyen de nourrir les astronautes dans l'espace. Mais on a continué ces recherches parce que, maintenant, aujourd'hui, avec les contraintes actuelles, en fait, on voit qu'il faut arriver à trouver des solutions pour être moins dépendant de l'élevage industriel et c'est pour ça que, par exemple, donc en 2013, Mark Post, donc chercheur aussi néerlandais, a présenté à Londres le premier burger, in vitro, en expliquant que, voilà, il fallait, des alternatives à l'élevage, industriel. Donc à l'époque, ce qu'il a montré, c'était une preuve de concept pour montrer que, voilà, techniquement, c'était possible, mais c'était loin d'être un produit fini. C'était que du muscle, que des cellules de muscle, qui composaient ce burger. Et donc, on pourra se demander, quand est-ce que cette viande arrivera vraiment sur le marché? Ça devrait prendre encore un petit peu de temps. Ça reste difficile à évaluer pour le moment. Enfin, j'espère, voilà, ça pourrait être dans peut-être 2 3 ans. Alors, donc en ce qui concerne, les produits donc, viande, poisson, en fait, le principe, c'est de prendre des cellules, donc des cellules souches, de les nourrir, donc avec, des nutriments, assez basiques, dans une machine, donc un bioréacteur qui recrée les conditions, idéales pour les cellules, pour se développer. Et donc à la fin, ça donne, du muscle, en fonction des types de cellules qu'on, cultive, ça peut être des autres types de cellules, donc des cellules de gras, des cellules de tissu conjonctif. Le but étant, de cultiver différents types de cellules pour se rapprocher, le mieux possible, de la viande conventionnelle. Et ce qu'on peut mentionner au passage, c'est on entend parfois parler du sérum fœtal bovin, donc ça, en fait, on peut en avoir besoin au début des recherches parce que comme c'est une technique qui vient du médical, donc par exemple de la médecine régénérative, faire de la peau pour les boulets, c'est quelque chose, voilà, le sérum fœtal bovin qui est utilisé, pas mal en médecine. Mais là, comme, le but ici avec cette viande, c'est de justement de se passer, des animaux, hem, ça ne ferait aucun sens de continuer à utiliser ce sérum qui n'est pas du tout éthique parce que c'est quelque chose qu'on vient chercher, dans le veau, en fait, qui est encore dans le ventre de sa mère, donc point de vue éthique, c'est pas terrible. C'est aussi très cher, ça ferait qu'on aurait besoin encore de beaucoup d'animaux, donc voilà, quelque part, ça ne servirait à rien et c'est un produit qui est pas stable. Donc vraiment, voilà, personne ne compte utiliser ça pour, faire, de la viande. Donc ensuite, on peut passer au slide d'après. Donc quand on parle d'agriculture cellulaire, on parle aussi, d'une autre catégorie de produits, donc on va parfois appelés les produits acellulaires.
donc qui, sont faits donc par exemple, protéines de lait, d'œufs, de gélatine qui, sont produits à partir de micro-organismes par le processus donc de la fermentation. Donc, là, en fait, le principe, c'est que des gènes sont insérés dans des micro-organismes comme par exemple des levures ou, des bactéries pour produire donc une protéine dont on a besoin, par exemple de la caséine, valbumine, collagène. Voilà des produits qu'on veut développer. Il y a déjà en fait, ça c'est une technique qui est, beaucoup plus maîtrisée parce qu'on a déjà des protéines produites de cette façon. Alors dans pour les applications médicales, donc l'insuline a été le premier produit, créé de cette façon en 1978 et au niveau alimentaire, en 1990, la présure, donc a été le premier produit à être, développé de cette façon et depuis, on a plein de choses dans notre alimentation, plein de protéines qui sont produites de cette façon, donc des arômes, par exemple la vanilline ou pas mal, d'enzymes. Donc voilà, il y a un peu 2 catégories de produits avec, 2, processus, différents. Ouais, c'est là. Alors pour illustrer, les startups qui travaillent sur au développement de ces produits-là, on peut voir que, il y a à peu près 2 ans, la majorité des startups, bon, il y en avait déjà pas énormément et la majorité était aux États-Unis. On peut voir qu'en Europe, il y en avait quelques-unes, mais pas énormément et en Asie, très, très peu. Donc vraiment, il y avait beaucoup, des startups qui étaient concentrées aux États-Unis. Après, ce qu'on peut voir aujourd'hui avec, que peut passer allô? Ah Ah oui, OK. pardon. Ah Alors maintenant non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc voilà, la carte d'aujourd'hui, donc on voit que voilà, il y a beaucoup plus, quand même de start-up, qui, travaillent au développement de ces produits et que, il y en a plus notamment en Europe, avec aussi en Asie, maintenant, 2 en Amérique du Sud. Voilà, donc c'est un peu moins concentré sur les États-Unis et on voit quand même qu'en 2 ans, il y en a beaucoup plus, qui, sont apparus. Voilà, on peut passer du coup, à l'autre. Pour illustrer justement les produits en développement, parce que je pense que c'est quand même bien de voir à quoi ça pourra ressembler. Donc, on peut voir, donc des prototypes, hein, ce sont des prototypes, donc des prototypes de viande, de poisson, de fruits de mer qui sont, développés par les startups. Donc, il y a du bœuf, du poulet, du canard, du saumon, des crevettes, voilà, c'est assez varié. Au niveau des produits, des protéines, produits acellulaires, donc, il y a des produits qui sont développés comme, de la glace, des fromages, du, blanc d'œuf. Alors on peut voir, sur, cette diapositive, la glace de Perfect Day qui est en vente. Donc en fait, c'est le premier produit de l'agriculture cellulaire, au niveau alimentaire, qui est en vente, donc les glaces de Perfect Day aux États-Unis. Toujours quantité limitée, assez chère pour l'instant. Et il y a aussi des produits qui sont non alimentaires, donc des matériaux comme, du cuir, et de la soie qu'on voit dans le 3e rond. Voilà. Très bien. Alors je vais me présenter. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous parler, des constats, qui pèsent sur, en tout cas des constats liés aux contraintes qui pèsent sur l'agriculture en matière de ressources. Alors, ce n'est pas, mon expertise principale, je suis ici à titre bénévole, mais, au cours de mes journées, je travaille dans la sécurité informatique, donc voilà, je pense que c'est limite à connaître. Toujours est-il que je vais essayer de vous proposer une réflexion sur les contraintes et les ressources de l'agriculture de demain. Alors, en fait, quand on regarde, l'offre alimentaire, on constate que nous consommons beaucoup plus de produits d'origine animale, que, ce qu'on pouvait faire durant les années 30. Si on regarde, le graphique qui a été produit par, l'association Les Greniers d'Abondance qui a fait un super travail, on se rend compte qu'on consomme jusqu'à, 2 fois plus, de produits d'origine animale aujourd'hui que ce qu'on pouvait faire dans les années 30. Et qui dit consommation de produits d'origine animale accrue, dit en fait, beaucoup plus de ressources utilisées. Et c'est là que le bas blesse puisque notre consommation, de ressources liées à l'alimentation est très peu efficiente. Heu, ce qu'on remarque principalement, c'est que l'usage des terres, fait en agriculture aujourd'hui, reste encore problématique. Même s'il y a eu des tentatives de le rendre beaucoup plus efficient, il y a vraiment des efforts, conséquents qui ont été consacrés. Aujourd'hui, ces efforts d'efficience de l'élevage ont montré leurs limites, ce qui fait que, la production d'aliments d'origine animale accapare toujours une grande partie des ressources par rapport à sa contribution à notre alimentation. Conséquence de quoi, si on regarde le graphique, on se rend compte que, la production de viande, de lait et d'œufs mobilise jusqu'à 85 des surfaces nécessaires à notre alimentation. Hem
Donc ça, c'est, dans le contexte où, les protéines animales représentent 2 tiers de notre alimentation et si on regarde la 2e grande ligne du graphique, on constate que, un régime où les protéines, animales et les protéines végétales s'inverseraient, en fait, nécessiterait beaucoup moins de surface puisque, les produits d'origine beaucoup de terres. Alors quand on parle de l'usage des terres, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, il y a une partie, de l'usage des terres qui n'est que valorisable par l'élevage de ruminants, mais il y a bien une autre partie des terres qui sont utilisées pour les cultures, qui pourraient également être, utilisées, pour, faire cultiver des 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 aliments destinés à l'alimentation humaine. Donc on constate qu'il y a une compétition entre les ressources qui peuvent être consacrées aux animaux d'élevage et en fait, les ressources qui pourraient directement être consacrées à l'alimentation humaine. Par ailleurs, il y a un autre problème qui est que, non seulement cet usage est pas assez efficient car on utilise beaucoup de terre pour, produire des aliments d'origine animale, mais en plus, les céréales qu'on va produire pour nourrir les aliments, en fait, les animaux vont moins bien nous les restituer que si, l'homme consommait, directement les calories liées aux céréales qui sont données aux animaux. Donc, l'en finalement, le constat sur, l'usage inefficient des ressources dans l'élevage, il a des conséquences bien réelles. C'est que demain, s'il y a des contraintes sur, la production végétale total, il va y avoir une compétition accrue entre l'alimentation humaine et l'alimentation des animaux d'élevage. Or, quand on parle de contraintes, eh bien, on ne parle pas en l'air puisqu'il y a effectivement un nombre important de contraintes qui pèsent sur les ressources disponibles et précisément puisque l'élevage consomme beaucoup de ressources de façon peu efficiente, il accroît cette contrainte sur, les ressources disponibles. Par exemple, on sait que l'élevage est à l'origine de 70 à 80 des émissions de gaz à effet de serre, de l'agriculture. Alors, ça, c'est un chiffre qui a notamment été montré à l'échelle de l'Union européenne. En France, ça dépend de la façon dont on le mesure, mais on sait que l'élevage est un des plus grands émetteurs d'émissions de gaz à effet de serre dans l'agriculture et que ces émissions, elles alimentent notamment le phénomène du réchauffement climatique donc qui lui-même accroît la contrainte sur les ressources disponibles. Heu, donc ça, d'une part, c'est un problème, mais en plus, la boucle est bouclée quand on constate que, l'élevage, il est peu résilient, face à la contrainte sur les ressources. Il est peu résilient face au changement climatique. Il y a d'autres perturbations. Donc on est vraiment dans un système où finalement l'élevage, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Hem donc, quand je parle des impacts liés à l'élevage, donc non seulement il y a des émissions de gaz à effet de serre, mais en plus, il y a des phénomènes de pollution. Bien sûr, la souffrance animale, je pense que c'est un enjeu qui doit être noté. On parle de 60 milliards d'animaux terrestres qui sont élevés et abattus chaque année pour la consommation humaine. On peut également parler de la souffrance humaine chez les travailleurs des abattoirs et aussi des problématiques de sécurité sanitaire. On peut penser aux zoonoses, les maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme. Donc ça, ce sont des problèmes qui sont liés à l'intensification de l'élevage, qui sont importants et qui peuvent en fait créer des bouleversements, qui peuvent, déstabiliser, qui peuvent créer de l'instabilité. Or, justement, l'élevage n'est pas robuste par rapport à ces instabilités. Je pense que les instabilités majeures qui peuvent être évoquées, ce sont, on l'a déjà dit, le changement climatique, mais il y a aussi, heu, l'effondrement de la biodiversité, cultivée, la dégradation et l'artificialisation des sols et enfin l'épuisement des ressources énergétiques. Nous savons aujourd'hui que l'offre en énergie décroît car nous disposons de moins
de pétrole depuis à peu près une dizaine d'années et donc toutes ces contraintes, elles, elles pèsent sur les rendements agricoles, ce qui veut dire que demain, nous aurons une offre, une offre alimentaire, à tendance baissière. Les rendements agricoles seront à tendance baissière et dans ce contexte, on constate que l'élevage, puisqu'il émet des émissions de gaz à effet de serre, il renforce le réchauffement climatique et donc il accroît en fait, il accroît les contraintes qui pèsent sur lui-même. Donc c'est pour ça que j'évoquais le serpent qui se mord la queue. L'élevage accroît les contraintes qu'il fait peser sur lui-même. Donc c'est pour ça que dans ce contexte, il faut, réviser, les principes, enfin, en tout cas, il faut réorienter, le mix agricole, donc finalement la façon dont nous produisons, notre alimentation et donc en tenant compte des contraintes qui pèsent sur les ressources. Et nous savons, déjà qu'aujourd'hui, il y a des ressources qu'il faut réorienter, hem il faut réorienter les ressources dont nous avons à notre disposition pour aller vers une agriculture qui soit plus résiliente, qui réponde aux enjeux de nourrir la population demain, mais qui surtout contribue à la lutte contre le réchauffement climatique. À ce sujet, on peut citer des propositions qui ont déjà été élaborées par des think tanks et des associations qui réfléchissent fortement sur ces questions. Je pense au Shift Project, également au Grenier d'abondance, dont j'ai montré des graphiques tout à l'heure, et enfin à l'association 4 pour 1000 qui est ce que je vais vous présenter. Donc pour les citer rapidement, donc nous savons que pour limiter, réduire la dépendance aux combustibles fossiles, hein, puisque c'est une des contraintes majeures sur la production alimentaire de demain, il faut affecter et surtout pour en fait nourrir tout le monde tout en composant avec les ressources disponibles, il faudra affecter en priorité la production agricole à des aliments consommables à des humains plutôt qu'aux animaux d'élevage. Deuxièmement, il faut mettre fin aux élevages industriels pour les problématiques évoquées et réorienter la filière vers des productions de qualité et donc de plus faible volume. Donc on parle bien de produire moins de viande. Et la troisième proposition, c'est bien de remplacer la majorité des protéines végétales de notre alimentation, des protéines animales de notre alimentation par des protéines végétales pour accroître notre capacité à nourrir des humains. Aujourd'hui, dans le mix agricole, il y a en fait un tiers des protéines végétales. Il faudrait faire passer ce taux à deux tiers des protéines végétales et faire baisser les protéines animales à un tiers seulement. Donc ça, c'est une proposition qui est faite par le cabinet Solagro, qui réfléchit beaucoup à ces questions, qui sont assez consensuelles dans le domaine. Euh, et donc, protéines végétales pour accroître répondre aux enjeux de résilience et aussi de nourrir toute la population demain tout en luttant contre le réchauffement climatique. Je pense que, et je ne suis pas le seul à le dire, ce développement des alternatives végétales doit notamment passer par le développement de techniques agroécologiques euh, et qui ne nécessitent pas de recours particulier à la technique et aux machines. Et enfin, il y a un vrai enjeu qui est de stocker le carbone dans les sols, notamment en réduisant la déforestation. Euh, à ce titre, l'élevage représente, notamment l'élevage industriel, représente un problème assez important parce que non seulement il émet du CO2, mais en plus, il émet des gaz à effet de serre et en plus, il accapare une partie importante des terres nécessaires, enfin, qui pourraient être utilisées pour stocker du carbone. Donc, c'est un peu la double peine. Non seulement il empêche de stocker du carbone qui pourrait réduire le réchauffement climatique, mais en plus, il émet des gaz à effet de serre. Donc, donc, dans le mix agricole de demain, assurément, il y aura plus de végétal et plus de place attribuée au stockage de carbone. Donc ça, c'est des objectifs qu'il faut dès aujourd'hui essayer d'atteindre. Donc on parle de Tomorrow for Good, mais là c'est bien du Today for Good. En fait, ça fait partie vraiment des propositions qui doivent être au cœur de la transition alimentaire pour répondre aux enjeux évoqués. Euh, Toujours est-il que, on n'a pas tout à fait résolu le problème. Alors c'est là que je vais vous parler de la place de l'agriculture cellulaire dans ce contexte. Hem, alors pour nourrir demain, les individus, il faut quand même se rendre compte que, donc je l'ai déjà évoqué, on a eu des contraintes sur les ressources,
Mais face à ça, en plus, il y a une hausse de la demande qui est attendue. Alors, on parle, généralement d'une hausse de la demande en produits d'origine animale qui serait, de l'ordre de 60 d'ici à 2050, et c'est un chiffre qui, semble faire consensus. Et alors, même en admettant que ce chiffre soit élevé, ou peut-être exagéré, on peut s'attendre à ce que la demande alimentaire de demain soit en hausse et excède une offre à tendance baissière, compte tenu compte tenu des contraintes que j'ai évoquées tout à l'heure. D'ailleurs, une offre qui pourrait être baissière, même si, on accroît les protéines végétales au sein du mix agricole, parce que, le réchauffement climatique, l'artificialisation des sols et l'épuisement de certaines ressources sont déjà des processus à l'œuvre. Alors, dans ce contexte, donc si on a finalement des contraintes sur les ressources et une hausse de la demande, il y a une question qui est fondamentale, c'est, quelle est l'offre qui répondra à l'écart entre la demande actuelle et la demande de demain? Et cette question, en fait, elle est fondamentale si nous souhaitons lutter contre le changement climatique, maintenir, de la sécurité alimentaire et donc la résilience face aux chocs, et enfin préserver la biodiversité. Alors, dans ce contexte, ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est, finalement, c'est une sorte de fuite en avant vers plus d'élevage industriel. Puisque, alors déjà, a priori, c'est difficilement possible, mais en plus, l'élevage industriel, par ses propriétés, ne ferait qu'alimenter la contrainte qui pèse sur les ressources. Donc, il semble pertinent que la France, et notamment l'Europe, montre l'exemple pour empêcher une fuite en avant vers plus d'élevage industriel. Et donc c'est là que peut intervenir la viande cultivée. Euh, en fait, si l'offre de demain doit s'accroître pour répondre à une hausse de la demande et une hausse de la population, alors l'agriculture cellulaire pourrait au moins absorber une partie de l'écart entre la demande alimentaire actuelle et la demande de demain. Et donc, et avec un enjeu bien précis en tête, c'est empêcher que cette demande soit satisfaite par une hausse de l'élevage industriel, ce qui serait donc très compliqué et d'autre part sans doute intenable. Voilà. Donc, la viande cultivée, à ce titre, a des propriétés intéressantes. Alors, je vois que je vais devoir faire un peu plus vite parce que le temps nous manque. Alors, donc l'agriculture cellulaire, on sait qu'elle nécessiterait beaucoup moins de terre, et donc ça permettrait notamment d'utiliser ces terres pour reforester, mais aussi capter du carbone, ce qui est précisément un des enjeux pour réduire le réchauffement climatique, et aussi, par exemple, utiliser des terres pour produire de l'énergie renouvelable. Alors, une autre propriété de la viande cultivée, donc a priori, donc j'aimerais préciser que sur tous ces chiffres, on a des incertitudes puisqu'il y a eu des analyses prédictives environnementales. Mais bon, voilà, quand on fait de l'ingénierie, on se rend compte que pour, en fait, évaluer un cycle de vie, il vaut mieux que le cycle de vie existe. Or là, en fait, la viande l'agriculture cellulaire en est à ses débuts, et il n'y a pas, d'usine dont on a déjà pu faire évaluer les cycles de vie. Donc forcément, il y a une dimension un peu spéculative à tout ça, et ce qui exige plus de recherche, et c'est notamment le souhait d'Agriculture Cellulaire France. Alors, toujours est-il que sur l'énergie, ce à quoi on peut s'attendre, c'est que la consommation d'énergie sera plutôt élevée, même si, selon les premières analyses prometteuses, cette énergie pourrait être mieux utilisée, ce qui pourrait, finalement aboutir au fait que, l'agriculture cellulaire consomme 45 moins d'énergie, par rapport à la production de viande. Alors ça, il faut faire très attention, voilà, on est vraiment dans des analyses prédictives. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur le profil de la consommation d'énergie de l'agriculture cellulaire, euh, il faudra avant tout de l'énergie pour de l'électricité, pour la consommation d'électricité, notamment pour bon, en fait, pour alimenter les bioréacteurs. Et or, on sait que plus on fonctionne avec des énergies propres, moins on émet de CO2. Donc, là, c'est pas étonnant que les analyses prédictives nous parlent d'émissions de gaz à effet de serre qui seraient moins importantes par rapport à la viande conventionnelle, qui pourraient de réduire de l'ordre de 2 ordres de grandeur les émissions de CO2 dans l'Union européenne. C'est précisément parce que
les émissions de gaz à effet de serre liées à l'agriculture cellulaire pourraient être empêchées si les sources d'énergie et notamment d'approvisionnement en électricité sont des énergies propres. Il y a quand même un enjeu, c'est qui est qu'aujourd'hui, on est loin d'avoir généralisé les énergies propres dans le mix énergétique. Donc, il y a bien des contraintes qui pèsent sur ce mix énergétique et il faudra de toute façon s'assurer que les procédés de production en agriculture cellulaire soient de faible intensité énergétique. Parce que il est assez peu probable qu'on pourra tout de suite déployer des usines qui fonctionneront que aux énergies renouvelables et propres. Donc, voilà, il faut de toute façon surveiller l'intensité énergétique, ne serait-ce parce que le mix énergétique n'est pas du tout illimité et que, selon certains experts, notamment le Shift Project, il est en contraction. Donc, il faut prendre véritablement compte de ces contraintes. Heu, hem, il y a d'autres propriétés intéressantes, par exemple, le fait que, par rapport à l'élevage, on n'utiliserait pas d'antibiotiques, donc ça veut aussi dire moins de rejets, de polluants dans les effluents et enfin une utilisation moindre en eau, ce qui est intéressant dans un contexte de contraintes sur les ressources. En fait, on pourrait utiliser l'eau, notamment pour s'assurer, la stabilité en approvisionnement dans pour les humains de demain. Alors, maintenant que j'ai évoqué les bénéfices principaux dans cet axe et dans cette réflexion sur les ressources, on peut citer quelques co-bénéfices de l'agriculture cellulaire. Je l'ai évoqué tout à l'heure, nous n'aurions pas besoin de tuer les animaux, potentiellement, il pourrait y avoir une réduction spectaculaire du nombre d'animaux vu que, la plupart des animaux aujourd'hui, n'existent que pour l'élevage. On parle de 60 milliards d'animaux terrestres chaque année. Or, la viande cultivée, en fait, pourrait se faire par des prélèvements sur un nombre très restreint d'animaux, ce qui serait tout à fait indolore. On pourrait tout à fait imaginer que certaines vaches, par exemple, existent dans des sanctuaires, sans qu'elles existent d'être abattues. Heu, c'est encore plus intéressant pour les produits acellulaires comme le lait, les œufs ou la gélatine. En fait, on connaît leurs gènes, les gènes qui seront nécessaires pour cultiver des produits. Et donc, dans ce contexte, il n'y aura même pas besoin de prélèvement. Et donc, ce qui est sûr, c'est que demain, il y aura beaucoup moins d'animaux impliqués si on développe l'agriculture cellulaire, ce qui voudra dire moins de souffrance animale notamment. Et on peut d'ailleurs souligner à titre tout à fait intéressant que certains débouchés de la viande cultivée, par exemple, pourraient être de nourrir des animaux de compagnie, donc ce qui nécessiterait de tuer moins d'animaux pour nourrir des animaux de compagnie. Alors, il y a également des co-bénéfices sur l'aspect santé, qui est par exemple le fait que ça n'utilise pas d'antibiotiques. L'agriculture cellulaire n'existe pas d'antibiotiques et donc pourrait, et alors contribuer à limiter la survenue de l'antibiorésistance, qui est un phénomène presque aussi préoccupant que le réchauffement climatique. Euh, et il y a d'autres aspects intéressants, comme le fait que la viande cultivée peut être produite en milieu stérile, donc qui implique pas de risque de bactéries, mais aussi, et surtout peut-être, il y a un risque réduit de zoonose, donc de maladies qui se transmettent des animaux à l'homme. On peut penser à la grippe porcine, qui est un phénomène qui est de façon inhérente lié à l'élevage. Eh bien, le fait de sortir les animaux dans le processus de production pourrait avoir des externalités très positives sur des questions de santé publique. Alors, cela étant dit, voilà, c'était pour les co-bénéfices, je pense qu'il est important de les noter. Hem, je vais essayer de vous proposer une place, la place que pourrait avoir, l'agriculture cellulaire, en fait, plutôt les conditions, pour faire en sorte que l'agriculture cellulaire puisse faire sa part dans le mix agricole de demain. Donc c'est bien d'absorber une partie de l'écart entre la demande actuelle et la demande de demain. Et les conditions pour faire ce job, c'est de fonctionner dès aujourd'hui avec une consommation décroissante de combustibles fossiles, voire nulle si c'est possible. Et donc il ne faut pas s'arrêter à neutralité carbone. Voilà et il faut diminuer
l'intensité en carbone et aussi en énergie des procédés de production. Donc ça, c'est vraiment un des éléments, très importants. Par ailleurs, l'agriculture cellulaire doit se développer au fil de la décarbonation de l'énergie. Donc ça, c'est un autre travail qui doit être mené. Mais puisque l'impact principal de la viande cultivée semble être celui des émissions liées à sa consommation d'énergie et d'électricité, plus l'électricité a des sources propres, que ce soit le nucléaire ou les renouvelables, plus le développement de l'agriculture cellulaire est intéressant sur la question des émissions de CO2. En revanche, je précise que la décarbonisation de l'énergie, c'est un défi de taille qu'il ne faut pas réduire et qui reste encore à être relevé, hein. Alors, voilà, ça c'était pour le point énergétique. Je pense également que, dans les processus de production pour réduire l'impact environnemental, par design, donc c'est-à-dire avant même que les usines soient construites, il faut qu'elles soient pensées, pour, être sobres et durables. Donc, privilégier évidemment le recyclage et la réutilisation de certains produits, comme le médium de croissance utilisé pour faire pousser les produits, mais aussi, les bioréacteurs par exemple. Par ailleurs, il faudra surveiller l'usage des ressources minières qui, là aussi, sont pas du tout illimitées. Il y a des gens très pertinents comme Philippe Biouix qui parlent des contraintes qui pèsent aujourd'hui sur les métaux rares. Donc là, pareil, il y a des enjeux de sobriété dans les minerais utilisés. Heu et enfin, les usines devraient être compatibles avec l'usage des terres, un usage de terre finalement qui soit minimal pour laisser, la place aux actions de stockage du carbone dans les sols, comme ce que j'ai évoqué tout à l'heure et ce qui fait l'objet de propositions d'ONG tout à fait intéressantes. Alors ça, ce sont finalement des principes qui devraient permettre à une agriculture cellulaire, d'avoir sa place dans le mix agricole de demain et d'être durable, par design. Donc l'enjeu, c'est bien de pouvoir nourrir tout le monde demain en respectant en limitant en fait les effets du réchauffement climatique. Euh, et en composant avec les ressources dont nous disposons. Et donc pour cela, je vais terminer là-dessus. Je précise que pour répondre à ces défis, l'agriculture cellulaire n'a pas vocation à faire le travail toute seule. Il s'agit bien d'une solution qui reste partielle parmi d'autres qui sont d'ordre plus systémique. Donc, je vous ai cité, mais je vais les rementionner. On peut penser au fait de mettre fin aux élevages industriels et de réorienter la filière vers des productions de qualité et de plus faible volume. Euh, il y a également le fait de remplacer la majorité des protéines animales de notre alimentation par des protéines végétales pour accroître notre capacité à nourrir les humains. C'est quelque chose qu'il faudra de toute façon faire compte tenu des contraintes qui ont été évoquées. Et enfin, réduire notre appétit. Donc concrètement, il y a une partie des émissions et des émissions qui sont liées au gaspillage. Il faut dès aujourd'hui sensibiliser au gaspillage des ménages et sensibiliser sur les contraintes qui pèsent sur les rendements agricoles. Voilà, il faut bien avoir en tête que demain, il y a une tendance baissière de l'offre et notamment des rendements végétaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Enfin, donc quand je dis que l'agriculture cellulaire ne va pas faire le job tout seul, voilà, il faut avoir en tête que quand on déploie une technologie, et que surtout si elle a une efficacité énergétique intéressante, il y a généralement un risque, ce qu'on appelle l'effet Jevons, que en fait cette technologie elle soit consommée de manière plus importante. Donc même si elle utiliserait moins d'énergie, vu qu'elle est plus intéressante, on la déploie plus. Résultat, elle utilise plus d'énergie. Alors ça justement, c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Donc c'est un facteur de durabilité. Donc pour cela, j'insiste vraiment sur la décarbonation de l'économie et l'électricité qui doivent être menées parallèlement et peut-être prioritairement au déploiement de l'agriculture cellulaire. Enfin, euh, l'agriculture cellulaire ne doit pas être un prétexte à augmenter la consommation. Donc j'ai précisé que c'était bien un élément de réponse à l'écart entre la demande actuelle et la demande de demain. Ça contribue à une offre qui est plus robuste pour nourrir les humains de demain. Alors, même si on sera plus, il faut toutefois miser sur des pratiques de consommation sobre, donc par individu, en fait. L'avènement de l'agriculture cellulaire ne doit pas être un prétexte pour manger plus de viande à l'échelle individuelle, mais c'est vraiment pour répondre à l'écart entre la demande actuelle et la demande de demain, et notamment lié au fait qu'on sera plus. Donc, je pense que j'ai fait le tour.
et oui, Si tu as fait le je tour pense des avoir dit questions, hein? l'essentiel. Je pense Ouais. avoir dit l'essentiel. Mais merci beaucoup Tristan et Nathalie et je pense que ouais, c'est hyper important, je Alors juste, en fait, ouais, Nathalie a oui, non, encore non, en une fait, des choses à dire, hein. on n'a pas fini, la présentation, alors je sais pas allez-y comment on voulait pardon. faire pour les Oui, c'était questions, juste mais, pour dire ah que d'accord, OK. je suis toujours là, mais allez-y, allez-y. Non, non, c'est bon, on pourrait prendre des questions, alors quand tu pourras passer voilà. En fait, voilà, on s'est dit: «On va faire la présentation d'abord et répondre aux questions Très bien, après». très bien. Donc, au niveau voilà, donc on a vu, il y a pas mal, de bénéfices potentiels, très intéressants, mais il reste encore beaucoup de défis parce que c'est, un domaine, naissant, où il y a encore voilà, enfin vraiment, plein de choses à découvrir. Donc on peut passer. Donc, bon, il y a par exemple des défis en termes de technologie. Ce sont d'ailleurs, ben, les défis les plus importants parce que, c'est quand même, voilà, voilà ceux qui arrivent en premier avant de résoudre les autres. Il faudra déjà résoudre ceux-là. Donc notamment au niveau, de la production de viande, en fait, comme il s'agit, en fait, d'adapter une technique médicale à de la production alimentaire, il y a beaucoup de défis à relever. Donc, là, on a une liste, donc, des exemples, c'est que parfois, en fait, il y a très peu de recherches de disponibles. Donc, par exemple, sur le poisson, pour les gens qui veulent, donc, faire du poisson, ils ont voilà, pas grand-chose en termes de recherche pour commencer. Il y a des choses comme, les lignées, cellulaires immortalisées, donc les rendre plus stables. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est, en fait, rendre les cellules souches, enfin, permettre aux cellules souches qu'elles se développent, qu'elles se multiplient, plus longtemps et donc ce qui fait qu'il y aura besoin de moins de prélèvements sur les animaux. Il y a aussi, le fait qu'il faut trouver des alternatives au sérum fœtal bovin pour, différents types de cellules. Aussi, voilà, trouver une façon d'optimiser le médium. Donc le médium, en fait, ce sont les nutriments, qui nourrissent les cellules et trouver une façon de recycler ce médium. Adapter les bioréacteurs, donc les machines, dans lesquelles, on développe ces produits. Trouver, voilà, enfin, être capable de produire de la viande, plus, épaisse, plus complexe. Donc, par exemple, avec, de la coculture, de cellules, parce que c'est vrai que, il se pourrait qu'au départ, ça soit surtout de la viande hachée, qu'on retrouve dans les premiers produits, donc, des burgers, des nuggets, des saucisses, des choses comme ça. Mais, dans un second temps, il faudrait, d'autres morceaux de viande, plus complexes. Alors il y a, par exemple, Aleph Farms qui travaille déjà sur, des steaks, mais, c'est vrai que, mis à part Aleph Farms, c'est enfin, plutôt des startups, qui, souhaitent développer plutôt de la viande hachée. Mais il faudra, dans un second temps, arriver, voilà, à des produits plus complexes. Et aussi, voilà, donc il faut passer, en fait, du prototype en laboratoire à une production à plus grande échelle. Et là, en ce moment, donc les entreprises les plus avancées, sont en train de construire leur usine pilote et vraiment le challenge, c'est vraiment, d'arriver à produire, donc ces produits-là à petite, moyenne échelle. Et aussi donc baisser les coûts pour faire baisser les prix et que, ces produits-là ne soient pas, trop chers, même s'ils devraient être plus chers que de la viande conventionnelle, bien sûr au départ. Sachant qu'en plus la viande conventionnelle a un prix, quelque part artificiel avec, toutes les subventions que reçoivent, les éleveurs. Donc il y a plein de choses à voir. On parle aussi des fois d'une taxe sur la viande. Donc, il y a vraiment plein de choses qui peuvent, voilà, venir jouer là-dessus sur, justement cette histoire, de prix. Et donc, bon, bah, pour résoudre ces défis technologiques, il faut donc, des gens, des scientifiques, et de l'argent. Et donc comme on a vu là, en fait, ces dernières, années, derniers mois, donc, les entreprises ont vraiment pu lever des fonds pour embaucher et pour faire, bouger, plus, bah, les choses, voilà. Donc, ensuite, un autre défi, donc ça va être, la recherche, publique surtout. Parce qu'on manque en fait de recherche, ben, de projets de recherche publique, on manque de financement. Une des raisons, ça peut être que en fait, l'agriculture cellulaire, c'est un domaine qui est pas encore bien connu. Alors déjà à la base, pas bien connu, hein, parce que la plupart des personnes ne connaissent pas du tout, ce que c'est que l'agriculture cellulaire. Et ensuite, c'est un domaine qui, est à la fois entre, la médecine et la science des aliments. Donc ça peut être, parfois difficile pour les chercheurs d'avoir des financements parce que voilà, c'est un domaine qui est pas vraiment défini, qui est à cheval entre 2 disciplines, donc ça complexifie un peu les choses. Et comme on peut voir donc, sur, le graphe là, sur la droite, donc aujourd'hui la recherche est majoritairement financée du côté du secteur privé. Et voilà, mais il y a même pas 6 de cette recherche qui est faite, par les gouvernements, les universités. Donc il y a vraiment, un manque. Et c'est pour ça que des ONG, aident à financer, la recherche, publique, ouverte.
comme l'ONG New Harvest aux États-Unis ou Good Food Institute aussi aux États-Unis, qui financent des programmes de recherche publics. Et ce qu'on veut faire aussi au niveau d'Agriculture Cellulaire France, c'est aussi aider à financer de la recherche publique. Voilà. Donc justement au niveau de l'implication des gouvernements, donc ça, c'est un challenge parce que pour l'instant, enfin, il se passe des choses, mais voilà, on voudrait qu'il se passe plus de choses intéressantes de ce côté-là. Alors ce qu'on peut dire, c'est que par exemple en Asie, des gouvernements, sont très intéressés. Donc par exemple l'Inde, qui est en train de construire le premier centre de recherche en agriculture cellulaire. Eux, ils font ça parce qu'ils veulent vraiment être leaders là-dessus, et voilà, ils comprennent que c'est, le potentiel énorme de ce domaine, donc ils veulent vraiment prendre de l'avance et être leader. On a des pays comme Singapour qui sont aussi très intéressés, qui financent de la recherche et qui sont en train de créer un institut d'innovation alimentaire avec des personnes qui vont voilà, se consacrer au développement de cette viande. Singapour, eux, c'est un peu voilà, différent parce qu'ils n'ont pas beaucoup de ressources naturelles pour avoir une indépendance alimentaire et donc ils voient vraiment leur intérêt d'utiliser cette technique pour avoir justement plus d'indépendance alimentaire. Au niveau de l'Europe, ben, comme on a pu voir, les Pays-Bas donc ont été vraiment pionniers, ont financé donc les 1ères recherches et ce qui s'est passé, d'intéressant, c'est que, fin de l'année dernière, il y a la Chambre des représentants qui a presque, unanimement demandé au ministre de l'Agriculture, de la Nature et de la Qualité des aliments de montrer plus d'ambition et de stimuler le développement de la viande cultivée. Donc voilà, ça c'est un message, assez important. Au niveau de la Belgique aussi, donc il y avait le porte-parole du ministre de l'innovation flamand qui avait dit que la viande cultivée présente un potentiel énorme et qu'il devait se concentrer sur sa production. Et depuis récemment, le gouvernement flamand a donné une subvention de 3,6 millions d'euros à un consortium belge pour produire du foie gras. Donc on voit quand même que des gouvernements s'impliquent, donnent des subventions, voilà, vont essayer de faciliter les choses et que ça se passe pas loin de chez nous, hein. Voilà, parce que les Pays-Bas et la Belgique, voilà, c'est pas si loin. Alors au niveau de la France, bon, bah, un exemple qu'on peut dire, c'est que donc Gourmet, la start-up Gourmet a, reçu, un soutien de la part de la BPI donc voilà, ça peut être un exemple à donner. D'ailleurs au niveau des start-up françaises, donc il y a Gourmet qui fait du foie gras et il y a Vitalmeat, qui est plus, sur, la volaille. Voilà. Alors un des autres défis, c'est ce qui est acceptation du consommateur. Donc il y a encore, peu d'études sur le sujet, avec des résultats qui varient pas mal. Alors ça peut être en fonction de la formulation des questions, du nom utilisé pour décrire, les produits. Alors ce qu'on retrouve dans la plupart des études, c'est que le bénéfice perçu par les participants aux études, le premier qui leur vient à l'esprit, c'est que c'est une bonne chose pour les animaux, ensuite que c'est une bonne chose pour l'environnement, un nouveau moyen de nourrir, ben, les humains, la planète et que ça présente une meilleure sécurité des aliments. Une des barrières qu'on a pu identifier, c'est le prix, donc le prix la peur que le prix reste trop élevé. Ça, je pense que ça doit être lié au fait qu'on a beaucoup parlé du prix du premier prototype de marque Post, donc en 2013. Le fait que les journalistes ont énormément insisté sur le prix, sans expliquer que c'était un prototype, donc c'était fait à la main, donc forcément c'était cher et comme tous les prototypes, bah, c'est cher et après, bah, évidemment, avec, les économies d'échelle, avec le temps, le prix baisse et alors je ne sais pas, est-ce que c'est parce que c'est un prix élevé par rapport à la nourriture, ça a autant marqué les gens? Voilà, c'est en tout cas, une des barrières, voilà, c'est la peur d'un prix trop élevé. Ensuite, la peur d'un goût qui ne soit pas à la hauteur des attentes, le fait que ce soit pas naturel, que ça puisse aussi ne pas être sûr pour la consommation. Les études aussi nous montrent que, les personnes qui ont tendance à avoir une acceptation, plus élevée sont plutôt les jeunes, plutôt les hommes que les femmes, plutôt les personnes éduquées, dans le sens de personnes, avec des diplômes, plutôt les urbains, plutôt les libéraux et plutôt, aussi donc les consommateurs de viande, voire aussi, en fonction des études, les gros consommateurs de viande par rapport aux consommateurs, aux gens qui consomment moins de viande ou aux végétariens, voilà, dans cette comparaison-là. Et bien sûr, ben, les personnes informées, voilà, plus les gens connaissent ce sujet, plus elles ont tendance à, avoir une plus haute, acceptation. Donc, pour mentionner peut-être une étude que j'ai faite, donc à Maastricht avec, professeur Marc Post. Donc on avait fait, une étude sur l'acceptation du consommateur de la viande cultivée avec, une dégustation. Donc, on avait 193 personnes qui ont participé à l'étude, qui sont venues sur place. C'était un échantillon représentatif dans le sens où c'était pas des étudiants, donc c'était des gens représentatifs des Néerlandais, enfin dans la région de Maastricht, en termes de sexe et d'âge.
Alors, ce qu'on a vu, c'est que la majorité d'entre eux ont dit qu'ils avaient entendu parler de cette viande et qu'ils savaient ce que c'était. Donc ça, c'était en 2017, hein, qu'on a fait l'étude, donc voilà, ça remonte déjà un petit peu. Le type aussi d'information qui a amené à plus d'acceptation, c'était les types d'informations sur, le processus, donc les bénéfices personnels, comment on fait cette viande, le côté nutritionnel, le côté, sûreté, par rapport aux bénéfices sociétaux, notamment. Alors, sachant que les bénéfices sociétaux, donc ce qui est, impact sur l'environnement et sur les animaux, apparemment, ils étaient déjà bien au courant de ces bénéfices. Voilà. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on a proposé aux gens de goûter 2 échantillons de viande. On leur a dit qu'un échantillon de viande, c'est de la viande cultivée et que l'autre échantillon, c'était de la viande conventionnelle. Voilà, on leur a proposé de goûter ou non. Mais en fait, les 2 échantillons de viande, c'était de la viande conventionnelle. Mais on voulait voir leur réaction. Donc voilà, on leur a menti, mais on voulait voir leur réaction en leur proposant une viande, voilà, qui était décrite comme étant de la viande non cultivée, pour voir le pourcentage de gens qui allaient vraiment goûter cet échantillon de viande cultivée. Et ce qu'on a observé, c'est que tous les participants ont goûté, l'échantillon de viande cultivée. Voilà, on a aussi vu que une majorité des participants étaient prêts à payer plus, pour cette viande, voilà, 37 centimes, en plus par rapport, donc à pour comparaison d'1 € pour un burger, de viande conventionnelle. Donc on a eu, voilà, des résultats, plutôt positifs avec apparemment une population déjà, bien informée du sujet et vraiment ce qu'on a vu dans cette, étude, c'est l'importance de l'information parce que, le niveau, de connaissance du sujet était l'unique prédicteur de l'acceptation des participants. Donc vraiment, ça montre l'importance de l'information sur ce sujet. Voilà. Voilà, un des autres défis, bah, c'est la réglementation, parce que, voilà, il faut que les produits, soient autorisés pour, voilà, être mis sur, le marché. Au niveau de l'Europe, c'est la Novel Food Regulation qui, en fait, devrait être le processus par lequel les entreprises qui développent, cette viande devraient passer. Alors c'est un processus qui est plus ou moins bien adapté donc à cette nouvelle viande, parce qu'évidemment, le processus de production est assez différent de celui de la viande conventionnelle. Donc, voilà, je pense que voilà, justement les conversations sont en cours avec, les personnes qui travaillent sur la réglementation pour voir comment on va pouvoir réglementer cette viande. Mais on peut voir que, les règles, justement de cette nouvelle food regulation, c'est qu'il faut que ça soit donc sûr pour les consommateurs, que ça soit correctement étiqueté afin de ne pas induire, en erreur donc les consommateurs et que si c'est un nouvel aliment qui est destiné à remplacer un autre aliment, il ne faut pas, en fait, différer de sorte que la consommation de ce nouvel aliment soit, désavantageuse sur le plan nutritionnel pour le consommateur. Donc voilà, ça sera des choses, à voir, mais voilà, pour l'instant aussi, moi d'après, voilà, ce que je comprends, c'est que pour réglementer cette viande, il faut avoir beaucoup d'informations sur vraiment les produits finis et processus et pour l'instant, ben, on n'a pas encore vraiment ces informations. Alors, ce qu'on peut voir aussi, alors non, j'ai pas vu. Ce qu'on peut voir aussi au niveau de la réglementation des États-Unis, c'est que là-bas, en fait, il y avait vraiment pas de processus qui pouvait correspondre à la réglementation de cette viande. Donc ils sont en train de mettre en place, une spécialement pour cette viande, et donc qui est faite conjointement entre la USDA et la FDA. Donc, voilà, vraiment aux États-Unis, ils sont en train de créer un processus exprès et aussi ce qu'on pourrait voir, c'est que ces produits pourraient arriver sur les marchés, en Asie, en premier, parce que justement, des pays là-bas, en fait, sont en train d'aider, comme par exemple Singapour et Hong Kong, à mettre en place un processus, réglementaire favorable pour réduire les délais de commercialisation et donc encore une fois, voilà, être un peu, leader, sur le sujet. Donc après, bah, il y aura aussi, des questions, par rapport à l'étiquetage et au nom, voilà, voilà, ces questions, on verra aussi ces questions apparaître plus tard. Et donc, voilà, pour, conclure, donc en gros, il y a beaucoup de bénéfices potentiels importants, donc, pour l'environnement. Alors pour l'environnement, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'études faites sur le sujet. Il y a beaucoup d'incertitudes, mais globalement, les résultats sont très encourageants. Au niveau de la santé publique, donc, le fait que ça pourrait aider à lutter contre l'antibiorésistance, pourrait aider à de faire en sorte qu'il y ait moins de zoonoses qui apparaissent dans le futur. Et au niveau donc des animaux, donc là, c'est sûr, l'avantage est énorme parce que ça permet d'avoir tous ces produits sans tuer, aucun animal, en théorie. Donc voilà, aussi un avantage très, très important. L'agriculture cellulaire, donc ça fait partie d'un panel de solutions, pour, répondre à la besoin, enfin la demande en produits animaux qui est en train d'exploser, donc, solution parmi d'autres et voilà, l'intérêt, ça serait que, différentes solutions puissent exister un petit peu en même temps parallèlement. Donc on voit de plus en plus quand même d'intérêt, des personnes de manière générale sur le sujet qui commencent à être un petit peu plus connues et plus en plus de startups aussi qui naissent.
On peut noter l'importance vraiment de la recherche, surtout publique, voilà, pour l'instant, voilà, il y en a pas assez et il y a des problèmes de financement, donc c'est, voilà, vraiment, ce qu'on voudrait. Importance de l'information par rapport aussi aux consommateurs sur le sujet, parce que l'information, qu'on a à disposition n'est pas toujours, très qualitative. Importance aussi d'implication de l'Europe pour pas prendre de retard par rapport à d'autres pays comme les États-Unis et l'Asie, parce que comme on le voit, des pays, voilà, en Asie, sont intéressés, donc ils pourraient prendre de l'avance et ça serait quand même dommage qu'en France et en Europe, on prenne du retard alors qu'on a quand même tout pour, vraiment être aussi leader, quoi. Enfin, on a les scientifiques, on a les, techniques, on a tout pour y aller, donc il faudrait pas prendre un retard sur d'autres pays, ça serait dommage. Et aussi donc, éventuellement dans l'influence de la France avec voilà, la France a aussi, tout pour, pouvoir se lancer là-dessus et être leader. Avec en plus le fait qu'on soit reconnu au niveau gastronomique, au niveau mondial, ce qui serait voilà, ce qui est un plus, parmi ça. On est reconnu voilà, enfin moi quand je parle avec des personnes d'autres pays, côté aussi innovant même dans l'alimentation, des personnes peuvent s'attendre à ce que justement des Français, ben, soient particulièrement impliqués, intéressés par ce sujet. Mais je pense que ça dépend effectivement, du niveau d'information des personnes parce que, ben, voilà, pour s'impliquer, il faut déjà en avoir entendu parler et comprendre un minimum de quoi il s'agit. Voilà, donc passer à la dernière slide, du coup, juste pour dire, voilà, que les personnes qui sont intéressées par le sujet, déjà, pourront aller voir, ben, des informations sur agriculturecellulaire.fr parce que, voilà, il y a pas mal d'informations en français et les personnes aussi qui veulent rejoindre l'association, être bénévoles, échanger, mettre en place des projets, ben, n'hésitez pas à nous contacter, sur cette adresse. Génial, merci beaucoup à tous les deux. Merci Nathalie, merci Tristan. On n'a pas encore fini, hein, on a encore deux petites questions. Il y a pas mal de gens qui ont notamment réagi sur le chat. Alors avant de passer à ça, je voulais juste dire que si les gens qui veulent continuer la conversation, on a la prise de notes. Vous avez le lien dans la description pour trouver la prise de notes. On a toute une team qui a pris des notes et sur lequel les intervenants comme les simples personnes du public peuvent venir et réagir, proposer. Et créer du contenu. On a aussi un channel Discord si les gens veulent échanger à l'écrit. Et puis on a aussi d'autres panels qui, je pense, auront toute une résonance avec le vôtre. Je pense à celui sur l'altruisme efficace, qui sera le dernier panel de la journée sur ce live. Alors, on avait pas de réactions dans le chat, de très bonnes réactions, hein. On a pas mal de gens qui parlaient aussi d'algues, de passer sur des algues qui ont un gros rapport protéines et qui utilisent très très peu d'eau, comme aussi une nouvelle source de protéines. On parlait pas mal aussi de la question de l'énergie. Alors, c'était rarement des questions, c'est juste des gens qui proposaient aussi des idées. D'ailleurs, tous ces gens-là, je les invite à proposer ces idées dans la prise de notes parce que c'est vraiment des choses hyper intéressantes. On parlait souvent notamment de cette question de l'énergie où les gens, je pense que ce qui ressort du chat du live, c'est que les gens seraient prêts à totalement accepter l'agriculture cellulaire à partir du moment où la question énergétique elle est réglée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parlait notamment de fusion nucléaire, à partir du moment où on est sûr d'avoir une énergie 100% propre et d'avoir aucun impact sur l'environnement, les gens apparemment seraient prêts vraiment à aller massivement sur cette idée de l'agriculture cellulaire que évidemment moi m'intéresse tout particulièrement. Et puis on avait du coup deux questions que je vais essayer de reprendre. On avait une première question. Hop, je vais la voir. Alors on va essayer de répondre rapidement parce qu'on est un peu hors time, mais on va quand même au moins prendre les questions. Ah ouais, en même temps, je dis ça, mais c'est une question déjà en fait sur cette notion d'élevage intensif à l'échelle industrielle. Est-ce que justement l'échelle industrielle, mais ça, je pense qu'on a déjà pas mal répondu que l'échelle industrielle était la question de l'énergie, notamment une question. Alors peut-être prendre, je reviendrai sur celle-ci après, mais peut-être celle-ci. Oui, c'est ça. Quels seraient les besoins en surface et en énergie comparativement à la même quantité produite, mais dans un élevage actuel? Je pense que la question, c'est quel pourcentage d'eau on réduit et quel pourcentage de surface on réduit? Et Les chiffres clés. alors les chiffres clés, alors bon, Nathalie, tu pourras compléter, hein, mais les chiffres clés étaient sur ma slide. Je pense que vraiment ce qu'il faut avoir en tête, c'est que aujourd'hui,
on est sur des analyses environnementales prédictives. Il y en a eu quelques-unes, mais elles sont en nombre assez réduit encore. Donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'on a en tête, c'est que en termes de surface, la viande cultivée pourrait nécessiter jusqu'à 99% moins de terre que la viande conventionnelle. Et concernant donc l'énergie, j'ai mentionné 45% par rapport à la viande conventionnelle, donc 45% de moins. Euh, il faut, encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il faille faire attention avec ces chiffres, puisque c'est pas un constat enfin voilà, on est dans l'anticipation. Et enfin, sur l'eau, on est entre, je crois que c'est entre à peu près 70 jusqu'à 96% moins d'utilisation en eau. Donc ça, c'est pour l'utilisation des ressources. Les émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi au moins entre 70 et 90% de moins d'émissions de gaz à effet de serre. Euh, voilà pour les ordres de grandeur, pour les chiffres clés. De toute façon, j'ai prévu enfin, j'aimerais bien partager mes slides mais avec du texte vraiment Avec pour avoir plaisir, tous les avec éléments. plaisir. On pourra s'organiser pour faire ça dans les commentaires, hein, je sais pas, Ouais, voilà. évidemment, avec plaisir. Lisez, ouais. Alors sur le constat, voilà, lisez les greniers d'abondance sur les constats sur l'agriculture. Nous, de notre côté, on pourra faire à l'avenir une publication sur justement qui résume les analyses prédictives. On en parle un peu dans la FAQ sur le site d'Agriculture Cellulaire France, et on en reparlera sans doute à d'autres occasions. Mais voilà, n'hésitez pas à consulter notre FAQ pour le moment. Ouais, alors, ben, aussi, je dois dire que, oui, pour l'instant, il y a quand même très peu d'études, qui ont été faites, donc voilà et qui se basent sur, des hypothèses différentes à chaque fois. Enfin, ça reste assez difficile de faire des études parce que justement, on ne sait pas encore exactement à quoi ça va ressembler, ces usines et ces processus, mis à plus grande, échelle. Mais voilà, enfin, ce qui revient pas mal, ouais, bah, par rapport aux bénéfices, les plus importants, c'est par rapport, ouais, au fait que ça demandera beaucoup moins de terre. Mais je pense aussi qu'on en est vraiment à la préhistoire, en fait, de ce domaine et qu'on pourra sûrement optimiser, le processus, enfin, être capable de grandement l'optimiser avec le temps. Donc voilà, là, vraiment, on en est, au tout au début, quoi. Euh, Terence, es-tu parmi nous? Il me semble qu'il y avait une deuxième question, sinon je peux aller voir le live. Ah, Terence is back. Excusez-moi, on était en train de regarder la technique. Ouais, t'inquiète Thibaut, j'arrive. Non, non, mais en tout cas, c'est bien pour moi. Excusez-moi, j'étais pas en train d'écouter. Est-ce que c'était une question en plus ou Non, 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 c'était non, bon? non. Non, on répondait, on a fini de C'est de ma répondre à la faute. question. C'est de ma faute, génial. En tout cas, merci à tous les deux. Évidemment, je vous invite C'est- à découvrir Agriculture Cellulaire France. c'est- Et oui, tu allais dire quelque chose, c'est ça, non? je croyais qu'il y avait une deuxième question. Oui, il y avait une deuxième question en fait, mais on avait déjà répondu. Ok. Ouais, ouais, voilà. On pourra en reparler en off, mais on avait déjà répondu. Ouais. C'était une question redondante. En tout cas, surtout, ce qui était important pour nous aujourd'hui, pour parler d'agriculture cellulaire, c'est parce que du coup, ça s'inscrit tellement dans tous les autres panels qu'on va avoir. Ça s'inscrit dans repenser l'économie, ça s'inscrit dans repenser l'innovation, repenser les villes aussi, toutes les choses qu'on a vues, la deep tech qu'on a vu tout à l'heure aussi juste avant vous, avec les biotechnologies, on parlera des biotechnologies cet après-midi. Voilà, donc ce qui est vraiment puissant dans ces nouvelles technologies et dans ces nouvelles façons de voir des choses aussi importantes que l'agriculture, c'est qu'elles s'inscrivent puissamment dans tout un tas, enfin vraiment dans un écosystème, et que du coup, de ce biais-là, on a vraiment un impact sur, voilà, comme tu disais, l'eau, l'énergie, et plein d'autres choses hyper intéressantes. Bien sûr. D'ailleurs, si je peux compléter si je peux compléter ta remarque, pardon, Vas-y. ça s'inscrit dans un écosystème qui n'est pas obligé d'être uniquement technologique, hein. L'enjeu de la présentation, c'était aussi d'expliquer que demain, une solution comme l'agriculture cellulaire peut aller de pair avec le développement massif de l'agroécologie à faible intensité technique et machinique pour accroître la production de végétaux destinés à l'homme. Et en fait, il n'y a pas de contradiction là-dedans. C'est l'idée de considérer toutes les contraintes et voir ce qu'on peut faire, quoi. Et, voilà. Génial. Bah, merci à tous les deux en tout cas. Là, il faut vraiment qu'on switch. Mais Merci beaucoup à toi, Terence. ouais, merci à tous les deux. Restez là. Nous, on switch le live, mais je vous reprends juste après. Ok, D'accord? super. Vous Merci. êtes chaud? Ouais, Ça merci marche. beaucoup. Très bien.